Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau point lecture où j'ai quand même 6 livres à vous présenter, donc on va pas trop traîner. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel aux éditions Calman Levy. Ça fait quelques temps déjà que je l'ai lu, je suis très en retard dans mes présentations, je suis désolée, j'essaie de rattraper, mais voilà. Alors, je pense que vous l'avez vu pas mal circuler, ce roman, c'est l'histoire de cette femme Thelma qui élève seule son petit garçon qui s'appelle Louis, qui a 12 ans. Un jour ils sont dans la rue, Thelma va répondre au téléphone, c'est un coup de fil professionnel sur un temps de week-end, bref. Elle va donc ne pas surveiller son fils pendant quelques instants, bon cela dit il a 12 ans quand même, hein, c'est pas un gamin de 3 ans, bref, elle va donc ne pas le regarder pendant quelques instants, il est sur un skateboard, il va traverser, il va se faire renverser. Donc cet enfant va être hospitalisé, il est dans le coma, et en fait Thelma va trouver dans la chambre de son fils un cahier dans lequel il a écrit des choses qu'il voulait réaliser avant de mourir. Elle va décider de réaliser ces choses pour lui, de les filmer, et de tout lui raconter en fait, pour lui donner cette envie de vivre et lui montrer que voilà, il y a encore plein de choses à faire et elle veut absolument réaliser les rêves de son fils. Il y a juste un aspect de ce roman qui m'a dérangée, du coup on va en parler tout de suite, comme ça après on parle du positif. Ce qui m'a beaucoup dérangée dans ce roman, c'est la place du travail de la femme en fait. C'est-à-dire que on est dans une... Moi c'est le sentiment que j'ai eu en fait dans cette espèce de culpabilité de la maman qui travaille. C'est-à-dire qu'en fait, Thelma, c'est une femme qui aime profondément son métier, qui aime sa carrière et qui veut progresser. Elle s'investit à 100% dans son travail et je trouve ça très bien. On peut être mère et avoir une grande carrière, pour moi c'est pas incompatible. Sauf que là en gros, elle reçoit un coup de fil pour le boulot sur un moment où elle n'était pas censée travailler. C'est à ce moment-là précis que son enfant a un accident. Et puis c'est vrai que tout le long après elle se remet en question et elle se questionne sur le fait qu'elle ait passé beaucoup de temps au travail et du coup est-ce qu'elle n'est pas passée à côté de la vie de son fils, est-ce qu'elle n'était pas assez présente pour lui, des choses comme ça. Et ça m'a profondément dérangée parce que alors que la mère se remette en question et qu'elle ait envie de changer sa vie, ça me pose aucun souci, j'aime beaucoup ce genre de roman au contraire. Voilà. Par contre c'est vrai que le fait que ce soit à cause du travail ça m'a dérangée parce que elle aurait pu recevoir le coup de fil de quelqu'un d'autre, hein, ça n'aurait rien changé, elle aurait de toute façon elle était au téléphone et son fils se serait fait renverser, même si elle n'avait pas été au téléphone, je pense pas qu'elle aurait pu se mettre devant le véhicule, enfin je veux dire voilà, de toute façon ça n'aurait rien changé à l'histoire, mais c'est vrai que ce petit côté de on culpabilise un petit peu la femme qui travaille, ça m'a un peu dérangée. Après peut-être qu'il y a que moi hein, qui me suis focalisée là-dessus, j'en sais rien, mais ça m'a un petit peu embêtée, voilà. C'est le seul point noir pour moi de ce roman. À côté de ça, j'ai beaucoup aimé la maman de Louis, donc j'ai beaucoup aimé Thelma, qui est prête à faire beaucoup de choses. Alors ça peut paraître hyper bizarre au départ de se dire son fils est hospitalisé, il est entre la vie et la mort, on n'est pas sûr qu'il va se réveiller, et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut réaliser les rêves de son fils. Alors oui c'est beau, mais à côté de ça, ça veut dire qu'elle se casse au Japon, ça veut dire qu'elle fait des trucs de fou, et qu'elle le laisse tout seul. Alors mon premier réflexe ça a été quoi? Mais tu te barres au Japon pour vivre un truc et tu laisses ton fils alors qu'il peut mourir, enfin ça m'a paru chelou sur l'instant, et puis après je me suis dit oui mais en même temps c'est aussi une belle façon de montrer à son fils que c'est important de vivre et qu'il faut vivre, enfin bon bref, finalement ça m'a pas déplu, j'ai aimé voir cette femme se mettre en danger entre guillemets, faire des choses pour lesquelles elle est pas du tout taillée et des choses qui correspondent à un adolescent en plus, donc j'ai trouvé ça très drôle. J'ai adoré le fait que la grand-mère de Louis, donc la maman de Thelma, soit dans cette histoire et vive les choses avec elle, j'ai trouvé ça juste trop bien. J'ai aimé cette grand-mère en fait, qui est aussi barrée que la maman. Voilà, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça vraiment chouette, j'ai passé un très bon moment de lecture, c'est très court. C'est un livre que je vais garder avec plaisir dans ma bibliothèque, en plus il est magnifique. Et parce que c'est une belle histoire, voilà, c'est une belle histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai passé un super moment. Voilà, je vous dis, j'adore ce type d'histoire où les personnages se remettent en question et remettent en question leur vie et ont envie de changement et ont envie d'une vie différente. J'adore ce genre de roman, moi. Donc là, forcément, ça ne pouvait que me plaire et c'est vraiment une très belle histoire. On va totalement changer de registre et je vais vous parler de Titan Noir de Florence Aubry aux éditions Rouergue, collection dos à dos. Vous savez que c'est une des collections que j'adore chez Rouergue. Alors, j'ai adoré ce livre, sachez-le direct, je l'ai juste surkiffé, c'était
trop bien. On suit une jeune fille qui s'appelle Elfie qui, après son bac, il me semble, va trouver un job d'été dans un parc animalier aquatique. Et en fait, elle ne voit pas vraiment le mal de travailler là-bas, elle comprend pas trop, sa mère le prend très mal au départ. Tout le monde lui pose pas mal de questions. Elle voit pas où est le mal en fait. Elle voit absolument pas ce qu'il y a de mal dans ce type de parc. Elle est juste au guichet, elle vend juste des entrées, elle voit pas où est le mal en fait. Le problème, c'est que... Enfin, le problème. Ce qui va se passer, en fait, c'est que pendant qu'elle bosse là-bas, elle se rend compte qu'il y a vachement de turnover au niveau du personnel, donc beaucoup de changements au niveau du personnel, et elle va se retrouver à devoir s'occuper des pingouins. Ou des manchots, je ne sais plus, l'un des deux. Bref, quoi qu'il en soit, elle n'est absolument pas formée pour ça, elle n'est pas du tout soigneuse animalière, donc c'est pas du tout son métier, enfin, voilà, et elle se retrouve comme ça, voilà, plongée... jetée comme ça dans le truc, allez vas-y tu t'occupes des pingouins, ou des manchots, on va dire pingouins, hein. Et c'est vrai que elle va commencer à avoir des choses qui vont quand même la questionner, de voir ces animaux qui se battent entre eux, de voir qu'ils sont pas si heureux que ça, qu'ils sont pas forcément si bien entretenus que ça. Pareil, du jour au lendemain on va lui dire écoute on a un problème, on a besoin de quelqu'un pour s'occuper des orques, on t'envoie aux orques. Ok, et là on va lui confier le rôle de s'occuper du Titan Noir qui est un orque assez particulier parce que c'est une orque d'ailleurs, c'est une orque assez particulière parce qu'en fait c'est une orque toute noire alors que d'habitude elles ont une tache blanche. Là non, c'est une orque toute noire, c'est un mâle hein, mais c'est une orque toute noire. Elle va devoir apprendre à devenir dresseuse, soigneuse alors que ce n'est absolument pas... elle est pas formée pour ça quoi. Et elle va commencer à voir beaucoup de choses dans ce parc. Et nous on va suivre cet orque en fait, le Titan Noir, à travers les yeux d'un personnage, on ignore qui c'est en fait jusqu'à la fin, quelqu'un qui suit l'orque en fait, et qui est dans l'ombre. Et on va s'apercevoir que cet orque a une histoire assez particulière parce que il a fait plusieurs parcs. On va être là au moment où il se fait capturer dans l'océan. On va être là au moment où il souffre. Ça me file la chair de poule, j'ai envie de pleurer à chaque fois que je pense à cette histoire. Ce livre m'a vraiment bouleversée en fait, parce que on a conscience que tout n'est pas rose en fait dans les parcs, on a conscience de pas mal de choses, mais le voir noir sur blanc comme ça, c'est dur. Alors c'est une fiction, c'est inspiré de l'histoire d'un orque, mais ça reste une fiction. Ça n'empêche que c'est pas facile à lire, surtout l'histoire de cet animal est très difficile à lire. Maintenant je pense que voilà, c'est aussi important de voir ce genre de choses. Alors en fait dans le roman, je sais pas si vous voyez, donc vous avez des parties écrites en noir, voilà. Donc ça c'est les parties justement du personnage qui parle qui raconte l'histoire de l'orque en fait, et les autres parties en blanc c'est l'histoire d'Elfie. À la fin dans la note de l'auteur elle nous explique que c'est après avoir vu Blackfish, que moi pour l'instant je ne suis pas prête à regarder, qu'elle a eu envie d'écrire ce livre, qu'elle s'est inspirée de l'histoire d'un orque, mais voilà, que c'est pas réel. Elle parle de cette loi qui avait été votée et pour justement éviter les nouvelles captures d'animaux, enfin de mammifères marins, que les animaux en fait qui étaient déjà dans les parcs allaient rester dans les parcs parce qu'effectivement les trois quarts, comme ils ont toujours vécu de façon captive, ils ne sont pas capables de se nourrir, par eux-mêmes en tout cas, mais qu'il n'était plus autorisé d'aller les capturer hein, en pleine nature, sauf que cette loi elle a été sautée, donc bon bref, la situation aujourd'hui est pas terrible. Quoi qu'il en soit, c'est un livre important, c'est vraiment un livre important, c'est un livre qui est poignant. C'est pas évident de lire que ces animaux sont affamés, que ce qu'on leur donne c'est de la merde à bouffer, que voilà, je dis pas que c'est partout comme ça, pas du tout, je dis pas ça du tout, je dis juste que c'est quelque chose qui existe et qu'il faut en prendre conscience, et que est-ce que réellement c'est la place d'une orque d'être dans une piscine? Je sais pas, c'est vraiment des questionnements qu'il faut avoir. Je comprends le besoin, je comprends l'envie de voir ces animaux de près, je comprends l'envie de se dire waouh, ils font des pirouettes et tout, trop bien, ils sont en train de jouer. En fait non, ils sont pas en train de jouer, ils sont simplement en train d'obéir à un ordre pour pouvoir avoir à manger. C'est ça qu'il faut peut-être se remettre en tête. Ouais, je peux comprendre, en même temps il y a d'autres façons de voir les animaux, je pense notamment aux dauphins, aux phoques, il suffit d'aller sur la côte, des phoques sur la côte bretonne, il y en a partout. Voilà, il y en a partout, hein, voilà. Des dauphins vous en voyez aussi en Bretagne, et je pense que dans leur habitat naturel c'est peut-être plus sain en fait de les voir, je sais pas, c'est une réflexion personnelle, je ne veux
voilà, je veux heurter personne. Je remets pas en question le fait d'aller dans les parcs, chacun fait ce qu'il veut et est libre de penser comme il veut. En tout cas pour moi ce livre est super important, c'était très poignant, il m'a foutu des frissons et franchement si vous le trouvez sur votre chemin et si la cause animale est quelque chose qui vraiment vous touche profondément, n'hésitez pas à le lire. Ouais, n'hésitez pas à le lire. Allez, on refait un autre grand écart littéraire. J'ai donc lu le 2e tome de Angelika Vaarinen de Naïma Muraï Zimmerman. Donc c'est l'enquête de l'affaire de la licorne. Alors comme le premier tome, j'ai beaucoup aimé. Il y a toujours un très beau travail éditorial avec quelques illustrations. C'est très jeunesse, donc forcément ça va très vite. On n'est pas dans une enquête hyper compliquée version ado, on est vraiment dans l'enfance. Je sais pas, moi je le filerais facilement à un gamin de 7 ans ce livre. Donc forcément on peut pas avoir des trucs super compliqués, il faut que l'enfant ne se lasse pas en fait de le lire. Bref, donc dans cette histoire, on suit de nouveau Angelika Vaarinen. Elle va partir avec sa meilleure amie qui va quelques jours en vacances chez des amis à eux qui ont une petite fille de leur âge. Dans cette famille, on a une licorne assez particulière qui vaut très cher, dont tout le monde est très fier, sauf que cette licorne va disparaître et Angelika va vouloir forcément mener sa propre enquête en dehors de l'enquête policière qui est menée par les adultes. Voilà, c'est encore quelque chose que j'ai beaucoup aimé, moi je passe toujours un bon moment, alors c'est pas, voilà, je vous dis c'est vraiment pour les plus jeunes, hein, mais je pense que, ouais, je pense que pour la cible 7-8 ans c'est génial, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'aurais adoré lire ça à cet âge-là, donc j'ai hâte d'avoir d'autres aventures d'Angelika Vaarinen, j'adore les objets livres qui sont très beaux, c'est très gentil, c'est... Voilà, je trouve que c'est vraiment des premiers pas dans les enquêtes de façon assez douce, parce qu'on n'est pas dans des trucs sombres et noirs, et voilà, même si là il y a un kidnapping et tout, mais voilà, ça reste des jolies petites histoires, et moi j'aime bien. Je vais maintenant vous parler de Poussière fantôme d'Emmanuelle Chastelière aux éditions Scrinéo. Donc c'est un livre jeunesse, hein, ça fait partie de Scrinéo, mais c'est un livre jeunesse. Donc là on suit Archibald, qui est guide assez particulier à Montréal. En fait, il est guide occulte, en fait, c'est-à-dire que il fait visiter les lieux possiblement hanté dans Montréal, et il fait, voilà, il organise des tours comme ça. Il travaille avec un de ses potes qui lui a une librairie, il me semble, si je dis pas de bêtises, et Archibald a quand même la réelle capacité de parler aux fantômes. Donc lui, depuis quelques temps, il parle avec Elisabeth, qui est un fantôme qui est là depuis depuis début 1900. Je vérifiais, mais je crois que c'est ça, oui, depuis début 1900, j'arrive plus à parler. Et qui en fait est morte suite à une expérience scientifique qu'elle menait pour ouvrir une espèce de porte ou une frontière entre l'au-delà et notre monde à nous, en fait. Et elle est morte pendant cette expérience-là, début du 19e. Du coup, voilà, elle aujourd'hui, elle discute avec Archibald, avec Archie, ça sera plus simple, et en fait, il va commencer à se passer des choses très étranges à Montréal, puisque justement, cette fameuse frontière qui sépare le monde des fantômes et notre monde à nous va commencer à se rétrécir, en fait, et ce qui à la base n'était que des fantômes commence à se matérialiser petit à petit, et ça commence à partir en cacahuète. Donc Archibald et Elisabeth vont devoir empêcher que des vilains méchants qui viennent de l'autre monde viennent dans notre monde à nous. C'est hyper bizarre ce que je raconte. Et on va vite se rendre compte que c'est lié à la machine qu'avait créée Elisabeth, début du 19e. Alors c'est hyper brouillon ce que je vous raconte, en tout cas sachez que ça parle de fantômes, que ça parle du Québec, que c'est un univers complètement fantastique avec beaucoup d'incursions justement dans cette limite entre le monde des morts et le monde des vivants, cette espèce de frontière, cette poussière fantôme dont je veux pas trop vous parler parce que je préférais que vous la découvriez tout seul. Ça se lit vraiment bien, la plume de l'auteur est vachement fluide, j'ai vraiment beaucoup aimé, voilà, j'ai passé un bon moment. Maintenant pour moi c'est pas non plus la saga complètement dingo, mais j'ai passé un bon moment. En plus là on nous parle d'un tueur en série qui revient parmi les vivants. Vu la fin, ça nous promet de partir encore loin, toujours en Amérique du Nord mais dans un autre endroit. Et j'espère vraiment qu'on aura un tome 2 pour justement continuer à suivre Archie, parce que j'ai discuté avec l'auteur, et lui il a plein d'idées, hein, c'est-à-dire que je crois qu'il dans sa tête il a déjà 4 tomes, donc qui se passeraient à chaque fois dans un coin différent, avec des personnages principaux différents, et ça a l'air trop bien, enfin toujours avec Archibald, mais d'autres trucs.
et ça a l'air vraiment cool et j'ai vraiment envie de continuer à suivre. Je vous invite fortement à découvrir ce livre jeunesse qui se lit vraiment très bien, c'est assez aéré, en plus au niveau du prix, voilà, il est à 14,80€, gros budget. Et même pour les ados, je pense que ça peut vraiment le faire. On est dans ce truc-là de fantômes qui fait pas non plus, c'est pas creepy, hein. C'est pas de la lecture d'Halloween, après il y a quand même des fantômes, donc si vous voulez vous le faire pour octobre, n'hésitez pas. Mais c'était vraiment chouette, moi j'ai passé un chouette moment de lecture, je suis très contente de l'avoir lu, je suis très contente d'avoir rencontré l'auteur. Et ouais, s'il y a un tome 2, moi je le lirai avec grand plaisir parce que vu la fin et vu le lieu où ça pourrait se passer, ça me donne franchement très envie. Je vais maintenant vous parler de J'ai choisi la bienveillance de Lizzie Velasquez. Alors c'est un livre qui me faisait très envie et qui finalement m'a un petit peu déçue, j'y ai pas vraiment trouvé ce que je cherchais, j'y ai trouvé beaucoup de clichés. Ouais, ça m'a pas apporté ce que j'avais envie d'y trouver en tout cas. Donc dans ce roman en fait, enfin dans ce livre, on suit Lizzie Velasquez. Alors Lizzie Velasquez a une chaîne YouTube, alors si ça vous intéresse je vous la mettrai en barre d'infos. C'est une femme en fait qui depuis son plus jeune âge a une maladie assez particulière qui affecte énormément son physique et du coup elle a un physique assez atypique, ce qui lui a valu beaucoup de méchanceté et beaucoup de moqueries. C'est très touchant d'ailleurs parce qu'au début elle explique que chez elle, elle n'a jamais ressenti de peur ou de haine ou de dégoût dans le regard des gens qui l'entouraient et qu'en fait la première fois où elle a réellement ressenti cette différence, c'est quand elle a été scolarisée et qu'elle est entrée à l'école, parce que le regard des autres a été assez dur, que les enfants sont pas habitués à une aussi forte différence, et que voilà, pour elle ça a été un véritable choc. Et en fait, à travers différentes anecdotes et différentes expériences qu'elle a pu vivre, elle va nous expliquer qu'en fait la meilleure réponse à tout ça, c'est la gentillesse et la bienveillance, et qu'on peut répondre à tout ça par gentillesse et bienveillance. J'aime bien le message qui est transmis parce qu'effectivement je suis convaincue que quand on envoie du positif, on reçoit du positif. Pour moi, voilà, je pense que les mots ont une très forte portée et qu'effectivement le fait de rester dans le positif, ça engendre du positif. Vous savez, c'est un peu comme dans Les Petits Mouchoirs, je sais pas si vous avez vu ce film, quand ils font l'expérience avec le pot de riz, vous savez, vous avez un pot de riz, vous mettez 2 pots de riz, le premier pot de riz, vous l'insultez, vous lui dites des saloperies constamment, et dans l'autre, vous lui dites des gentillesses. Et en fait, ils essayent de montrer qu'en gros, le pot de riz, enfin le bocal où vous avez mis le riz où vous dites des saloperies, et ben celui-ci va moisir et devenir tout dégueulasse parce que justement, vous l'avez alimenté avec des saloperies au niveau des paroles. Et bien c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que voilà, on est vraiment là dans l'idée de bienveillance et de bonté, et j'ai beaucoup aimé ce message. Maintenant, j'ai pas trouvé qu'il y avait de choses extraordinaires, voilà, elle dit simplement que effectivement, la bienveillance, la gentillesse et l'amour, c'est ce qui compte le plus, c'est ce qu'il y a de plus important, et que c'est aussi ça qu'il faut retenir chez les autres, et que finalement le reste, il faut réussir à laisser couler. Voilà, c'est un livre qui fait du bien. Maintenant je vous dis, j'ai pas trouvé ça transcendant, j'ai pas trouvé ça révolutionnaire, mais c'est un livre qui fait du bien et je suis contente de l'avoir lu. J'ai trouvé ça plutôt cool qu'elle ait créé cette chaîne YouTube. Bon, c'est en anglais, hein, je préfère vous préciser, mais voilà, j'ai trouvé ça plutôt cool, j'ai regardé quelques vidéos, voilà, j'ai trouvé ça plutôt cool, j'ai trouvé ça chouette qu'elle nous parle de ses expériences dans ce livre. Voilà, maintenant c'est pas, si vous voulez, c'est pas un livre qui va marquer et changer ma vie, mais je suis contente de l'avoir lu. Je vais maintenant vous parler de Les Gardiens des Secrets de Trenton Lee Stewart, que j'ai adoré. Déjà l'objet livre, voilà, j'ai adoré. Alors j'avais un peu peur parce que l'attaché de presse m'avait dit ah, attention, c'est un tome 1, c'est hyper introductif, tu risques peut-être de t'ennuyer un peu. Et alors en fait, je l'ai bouffé, je n'ai rien vu passer, j'étais à fond dedans, j'étais avec Ruben et j'étais vas-y mon gars, je suis avec toi. Et j'ai pas du tout vu de lenteur, j'ai pas vu de longueur, j'ai juste passé un super moment, la fin est dégueulasse. Mais vraiment, j'étais limite prête à acheter le tome 2 en VO parce que je voulais la suite, c'est-à-dire qu'il te laisse sur une fin où t'es... Quoi ? C'est insupportable. En plus, il faut attendre 1 an pour avoir la suite. Enfin, non. Alors, dans cette histoire, on suit un petit garçon qui s'appelle Ruben, qui vit en Nouvelle-Ombrie. C'est un petit garçon qui aime bien errer dans les rues, escalader et tout. Et un jour, pendant qu'il escalade, il va tomber sur un objet assez particulier. Sur une montre. Cette montre, lui, la seule idée qu'il se fait, c'est « Ouh, super, je vais la revendre, je vais me faire de l'argent ». Sauf qu'au moment où il va vouloir aller chez les antiquaires et essayer de la revendre, il va se rendre compte qu'on essaye un petit peu de la voir, en lui disant « Oui, elle vaut rien » et tout, mais il voit bien que c'est pas vrai, il y a un truc. Et il va s'apercevoir très vite que cette montre a, au-delà de cette valeur juste pécuniaire que lui essaye de récupérer, en fait, il va se rendre compte qu'elle a une grande importance et une très grande valeur pour des gens, puisqu'on va commencer à le poursuivre. Voilà, on va commencer à le poursuivre pour récupérer cette montre. Lui, il va devoir trouver un truc précis,
c'est sur la couverture, et une famille particulière qui vit dans cette chose-là. Voilà. Je vais pas vous en dire plus parce que j'ai adoré découvrir l'univers. J'aime ces romans où tout l'univers est inventé. Là, les méchants ont une façon différente d'être, ce sont des personnes différentes. J'adore ça. C'est vraiment un truc. J'aime quand les auteurs nous emmènent dans ce genre d'histoire où on est dans un nouvel univers où on peut complètement se projeter parce que finalement ça ressemble quand même un peu au nôtre. C'est-à-dire que quand on nous parle des ruelles et des choses comme ça, on s'imagine complètement dans des ruelles londoniennes et tout, mais en même temps, ça s'appelle la Nouvelle-Ombrie, il se passe des choses super bizarres, il y a quand même quelqu'un qui dirige la Nouvelle-Ombrie, qui est pas forcément quelqu'un de gentil, qui a ses propres sbires qui vont racketter les gens, pour être protégé, enfin vous voyez l'ambiance, et ce petit garçon au milieu comme ça, qui veut qu'une chose, c'est résoudre ce mystère, essayer peut-être de gagner un peu de sous pour aider sa famille aussi, et c'était vraiment super cool, j'ai vraiment trop aimé, moi je me suis éclatée, alors c'est de la jeunesse, hein, c'est vraiment, je sais pas à partir de quel âge, moi je dirais 12 ans, ça passera très bien, 10 ans si vous avez un enfant très très grand lecteur, mais sinon à partir de 12 ans ça le fera totalement. On est dans un univers totalement différent, dans un univers un peu magique, avec une histoire qui prend son temps, on n'est pas balancé dans un truc où bam ça saute partout et tout, malgré le fait que voilà c'est assez malgré le fait que ce gamin il est quand même pourchassé, qu'il lui arrive quand même pas mal de choses, il vit quand même des grosses aventures, hein, pourtant il est assez jeune, mais il fait quand même des trucs de dingue. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé, je vous dis, volontairement j'essaye de pas trop vous en dire sur le résumé, parce que je veux vraiment que vous le découvriez par vous-même. En tout cas, je vous le recommande vraiment à 100%, il est magnifique, il est magnifique. Alors quand je vous dis que je vous le recommande à 100%, je le recommande à 100% à ceux qui aiment la littérature jeunesse. Quand je dis jeunesse, c'est pas young adult, c'est vraiment jeunesse. Parce qu'effectivement, si les codes de la littérature jeunesse ne vous plaisent pas, vous allez pas y trouver votre compte. C'est clair et net. Si vous cherchez dans ce type de livre des choses que vous allez retrouver en young adult ou en adulte, n'y allez pas, hein, c'est pas possible en fait. Par contre, si vous avez envie d'être totalement immergé dans un nouvel univers, de vous attacher à des personnages qui sont un peu... Enfin, je sais pas, moi j'ai beaucoup aimé Ruben, j'ai beaucoup aimé d'autres personnages dont je vais pas vous parler pour le moment. Mais si vous avez envie, voilà, de vous plonger dans un nouvel univers, d'être complètement... Moi j'ai trouvé ça super immersif en fait, voilà, j'étais vraiment complètement dans cet univers. Si vous avez envie de ça, en étant en littérature jeunesse, franchement... J'ai raté le livre, franchement foncez. Non seulement l'objet livre, franchement là, PKJ ils ont fait un travail de dingue, il est trop beau. Je suis hyper contente de l'avoir découvert et franchement moi, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite, même s'il faut attendre, j'ai vraiment hâte et je vous le recommande vraiment. Je vais ensuite vous parler d'un livre que j'ai depuis, d'un album que j'ai depuis pas mal de temps à la maison, et en fait je l'ai lu depuis pas mal de temps, c'est juste que j'ai oublié de vous en parler, et en rangeant mes albums, je me suis dit qu'il était peut-être temps. Voilà. Donc je vais vous parler de la véritable histoire de Simon, héros de la mer de Chine. Donc c'est l'histoire de ce petit chat, Simon, qui vit à Hong Kong, dans les ruelles de Hong Kong, qui est très mal nourri et qui est assez malheureux, et qui un jour va être recueilli par un matelot. Le matelot va l'emmener sur son bateau. À partir de là, Simon va devenir la coqueluche de ce bateau, va se mettre à chasser les rats, voilà. Je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est des livres à portée un peu historique, et du coup on est dans une période de guerre où ce bateau, c'est un bateau anglais il me semble. C'est un navire britannique, ça y est j'ai retrouvé. Donc en fait, je vais pas raconter toute l'histoire, mais en gros, ce navire va rester coincé un certain temps à quai en fait à cause d'une guerre civile, enfin bref, je vous laisserai découvrir la partie historique, et en fait c'est vachement intéressant parce que on apprend que ce petit chat les a aidés à survivre, et j'ai trouvé ça super chouette, et il nous explique que c'est vrai qu'à compter de ce moment là il y a toujours eu un chat sur les bateaux, c'est devenu une habitude. C'est marrant parce que moi j'ai toujours appris que de toute façon un bon marin avait toujours un chat avec lui pour éviter d'avoir des souris et des rats dans la cale, voilà. Donc pour moi ça me paraissait normal d'avoir un chat sur un bateau, voilà, et du coup on a l'image. Donc c'est un album, hein, c'est à destination des plus jeunes, voilà. Du coup vous avez des dessins, qui d'ailleurs je trouve pour ma part sont assez jolis. Après ils sont pas fous, mais je trouve que ça va, voilà. Et j'aime beaucoup cette collection parce qu'en fait il vous montre... l'importance des animaux pendant les guerres, voilà, et ça j'aime bien. C'est chez Pierre de Taillac, je sais pas si je vous ai déjà dit, et en fait à l'intérieur vous avez... Je sais pas si vous avez... Je pense que vous avez déjà dû voir ça tourner sur la Blogo, parce que dans cette collection ils ont aussi l'histoire de Pigeon Vaillant, le Pigeon Vaillant héros de Verdun, et ils ont l'histoire de Rintintin, que je n'ai pas d'ailleurs, je n'ai ni l'un ni l'autre. C'est vrai que j'aimerais beaucoup les lire.
Voilà, et l'histoire de Rintintin. Et moi je trouve ça vraiment chouette, voilà, un truc à partager, ça fait découvrir une petite partie de peut-être certaines parties de l'histoire qui sont très soit méconnues, soit peu connues, mais en même temps avec une histoire d'animaux, j'aime bien l'idée de placer des animaux dans ces histoires-là. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, les éditions Pierre de Taillac, c'est une maison d'édition qui est principalement qui édite principalement des ouvrages qui concernent les guerres en fait, voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. En tout cas celui-là était fort sympathique, j'ai bien aimé, puis c'est l'histoire d'un chat, voilà. Et je vous dis, j'aimerais bien m'intéresser du coup aussi à Rintintin et à Vaillant, parce que je pense que si c'est dans la même lignée, ça devrait être plutôt sympa. Donc voilà, c'en est tout de ce méga long point lecture, j'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le livre qui a le plus retenu votre attention. S'il y en a que vous avez lu, aimé ou pas aimé, n'hésitez pas à me dire pourquoi et à partager avec moi. Et puis voilà, c'est tout. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein de très très gros bisous et je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo. Salut!